Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une revue clinique, à la fois synthétique et pratique, des différentes classes de diurétiques. L'objectif est simple, se concentrer sur les mécanismes d'action, les indications en cardiologie et bien sûr, la gestion au quotidien. Voici notre plan de route. On va commencer par un rappel essentiel de physiologie, puis on décortiquera chaque classe de diurétique. Et on terminera avec les stratégies d'association et les précautions indispensables à connaître. Première section donc, la physiologie. Pour bien comprendre les diurétiques, il faut d'abord comprendre leur terrain de jeu, le néphron. C'est l'unité fonctionnelle du rein, et c'est en maîtrisant son fonctionnement que l'action de chaque médicament devient bien limpide. Alors, un diurétique, c'est quoi, au fond? La définition est simple. C'est une substance qui va empêcher le rein de réabsorber le sodium. En cardiologie, c'est cet effet, la natriurèse, qui nous intéresse au plus haut point. Parce que, comme on le sait, l'eau suit le sodium. En bloquant le sel, on force l'élimination d'eau. C'est la base pour corriger une surcharge volémique. Faisons un petit voyage avec une molécule de sodium. La très grande majorité, environ 65%, est récupérée très tôt dans le tube proximal. Ensuite, l'anse de Henle en réabsorbe une part très importante, 25 à 30%. C'est un site d'action majeur. Le tube distal et le tube collecteur, eux, s'occupent des finitions, de l'ajustement fin. On comprend tout de suite que la puissance d'un diurétique va dépendre de l'endroit où il agit. On attaque donc avec les poids lourds de la catégorie, les agents les plus puissants, les diurétiques de lance. Le chef de file, c'est bien sûr le furosémide. Leur cible, c'est un endroit bien précis, la branche ascendante large de l'anse de Henle. C'est là, et uniquement là, qu'ils vont exercer leur effet pharmacologique. Leur mécanisme est brutalement efficace. Il bloque une pompe, le cotransporteur NaK2Cl, ce qui entraîne une natriurèse massive. Mais attention, ce blocage a des dommages collatéraux. Il augmente aussi l'élimination de calcium et de magnésium, et surtout, l'arrivée massive de sodium plus loin, dans le tube collecteur, va forcer un échange avec le potassium. Résultat, une fuite de potassium dans les urines. C'est la cause directe de l'hypokaliémie, un effet qu'il faut systématiquement anticiper. Et puis regardez leur cinétique. En intraveineux, ça agit en quelques minutes. C'est vraiment l'arme de l'urgence. Logiquement, leurs indications découlent de cette puissance. Ils sont incontournables dans l'œdème aigu du poumon et toutes les surcharges sévères. Comme ils font fuir le calcium, on les utilise aussi dans le traitement de l'hypercalcémie. Et leur grande force, c'est qu'ils restent efficaces même quand la fonction rénale est très altérée. C'est ce qui les rend uniques. Bien sûr, une telle puissance a un prix. Le revers de la médaille, ce sont les effets indésirables. Le risque numéro 1, c'est de trop bien faire et de provoquer une hypovolémie, d'où la surveillance du poids et de la tension. Côté métabolique, l'hypokaliémie est la règle, il faut la guetter et la corriger. Et enfin, un point de toxicité à connaître, même s'il est rare, l'autotoxicité, surtout en cas d'association avec des aminosides. On change complètement de registre maintenant. On passe à la deuxième grande classe, les thiazidiques. Leur place est très différente. Ce sont les marathoniens, les piliers du traitement de fond de l'hypertension artérielle. Eux, ils agissent plus loin sur le parcours, au niveau du tube contourné distal. C'est là qu'ils vont bloquer le cotransporteur sodium-chlore. Et là, on touche à un point de différenciation clinique absolument majeur. C'est le jour et la nuit par rapport aux diurétiques de lance. Eux, au lieu de faire fuir le calcium, ils l'épargnent. Ils augmentent sa réabsorption. C'est pour cette raison qu'on utilise les diurétiques de lance pour traiter une hypercalcémie et à l'inverse, les thiazidiques pour prévenir les calculs rénaux d'origine calcique. Leur indication reine, ça reste l'hypertension. Et pourquoi? Eh bien pour leurs propriétés pharmacologiques qui sont idéales pour un traitement en long cours. Prise unique par jour, faible coût, mais surtout leur courbe dose-réponse est plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà d'une certaine dose, on n'a plus de gain sur la pression artérielle, on ne fait qu'augmenter les effets secondaires. C'est un point capital pour bien les prescrire. Leur point faible, c'est clairement le métabolisme. L'hypocalémie est fréquente, tout comme l'hyperuricémie qui peut déclencher des crises de gouttes. À long terme, il faut aussi surveiller la glycémie et les lipides. Mais leur principale limite, c'est leur perte d'efficacité quand le rein fatigue. En général, sous 40 ml/min de clairance de la créatinine, ils ne sont plus assez efficaces. On aborde la troisième et dernière classe. Leur nom est très clair, les épargneurs de potassium. Leur rôle est plus fin, plus stratégique que celui des autres diurétiques. Il faut bien distinguer deux sous-groupes ici, car leurs mécanismes sont différents, même s'ils agissent tous les deux à la fin du néphron. D'un côté, les anti-aldostérones, comme la spironolactone, qui bloque le récepteur d'une hormone. De l'autre, les bloqueurs directs d'un canal à sodium, comme l'amyloride. Leurs indications sont très ciblées. Les anti-aldostérones, par exemple, ont prouvé qu'ils amélioraient le pronostic dans l'insuffisance cardiaque sévère, ce qui est énorme. Mais leur talon d'Achille, le risque qui doit obséder le prescripteur, c'est l'hyperkaliémie. Ce risque explose en cas d'insuffisance rénale ou d'association avec un IEC ou un sartin. Cette association demande donc une surveillance absolument drastique. Parfait. Maintenant qu'on connaît bien chaque classe, voyons comment les faire jouer en équipe de façon intelligente.
Ce tableau résume tout parfaitement. Ils mettent en opposition la puissance brute des diurétiques de Lens avec la faible puissance des épargneurs de potassium. Ils montrent l'effet miroir sur la kaliémie, ce qui est la base de nombreuses associations, et ils rappellent cette règle d'or concernant l'insuffisance rénale. Seuls les diurétiques de Lens restent vraiment dans la course. En gros, la logique des associations est double. Soit on cherche à vaincre une résistance, et dans ce cas, on pratique ce qu'on appelle le blocage séquentiel du néphron, en associant un diurétique de Lens et un thiazidique, soit on cherche à maintenir l'équilibre du potassium, en associant un médicament qui fait perdre du potassium avec un qui en épargne. On arrive à la fin, et c'est peut-être le plus important en pratique, comment prescrire ces médicaments en toute sécurité. La surveillance, c'est vraiment la clé. Tout part d'un bilan biologique avant de commencer. Ensuite, il faut un suivi rapproché au début, surtout de la créatinine et du potassium. Cliniquement, un outil simple et très efficace, c'est la balance, le poids du patient. Mais tout ça ne fonctionne que si la dernière étape est respectée, l'éducation thérapeutique. Le patient doit être un partenaire actif de son traitement. Allez, une petite perle clinique à retenir. Pour l'hydrochlorothiazide dans l'hypertension du sujet âgé, les études sont claires. La dose de 25 mg par jour offre le meilleur rapport bénéfice-risque. Aller au-delà n'apporte pas grand-chose sur la tension, mais augmente surtout les effets indésirables métaboliques. Et on termine sur cette question qui est un vrai casse-tête clinique quotidien. Face à ce fameux syndrome cardio-rénal, comment trouver la ligne de crête entre le besoin de décongestionner le patient et le risque de faire dévisser la fonction rénale? C'est une réflexion qui illustre parfaitement toute la subtilité et, on peut le dire, tout l'art de manipuler ces outils thérapeutiques si puissants.